Chapitre 16. Le souper fut rapidement dévoré, et la petite troupe se casa de son mieux. La couche était dure, l'abri peu solide, la situation fort pénible à 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cependant, mon sommeil fut particulièrement paisible pendant cette nuit, l'une des meilleures que j'eusse passées depuis longtemps. Je ne rêvais même pas. Le lendemain, on se réveilla à demi gelé par un air très vif, aux rayons d'un beau soleil. Je quittai ma couche de granit et j'allai jouir du magnifique spectacle qui se développait à mes regards. J'occupais le sommet de l'un des deux pics du Sneffels, celui du sud. De là, ma vue s'étendait sur la plus grande partie de l'île. L'optique commune à toutes les grandes hauteurs en relevait les rivages, tandis que les parties centrales paraissaient s'enfoncer. On eût dit qu'une de ces cartes en relief d'Elbersmer s'étalait sous mes yeux. Je voyais les vallées profondes se croiser en tous sens, les précipices se creuser comme des puits, les lacs se changer en étangs, les rivières se faire ruisseaux. Sur ma droite se succédaient les glaciers sans nombre et les pics multipliés dont quelques-uns s'empanachaient de fumée légère. Les ondulations de ces montagnes infinies, que leurs couches de neige semblaient rendre écumantes, rappelaient à mon souvenir la surface d'une mer agitée. Si je me retournai vers l'ouest, l'océan s'y développait dans sa majestueuse étendue, comme une continuation de ses sommets moutonneux. On finissait la terre où commençaient les flots, mon œil le distinguait à peine. Je me plongeai ainsi dans cette prestigieuse extase qui donnait les hautes cimes, et cette fois sans vertige, car je m'accoutumais enfin à ces sublimes contemplations. Mes regards éblouis se baignaient dans la transparente irradiation des rayons solaires. J'oubliais qui j'étais, où j'étais, pour vivre la vie des elfes ou des sylphes, imaginaires habitants de la mythologie scandinave. Je m'enivrais de la volupté des hauteurs, sans songer aux abîmes dans lesquels ma destinée allait me plonger avant peu. Mais je fus ramené au sentiment de la réalité par l'arrivée du professeur et de Hans, qui me rejoignirent au sommet du pic. Mon oncle, se tournant vers l'est, m'indiqua de la main une légère vapeur, une brume, une apparence de terre qui dominait la ligne des flots. « Le Groenland, dit-il. »« Le Groenland » m'écriai-je. « Oui, nous n'en sommes pas à 35 lieues, et pourtant, pendant les dégels, les ours blancs arrivent jusqu'à l'Islande, portés sur des glaçons du nord. Mais cela importe peu. Nous sommes au pied du Sneffels. Voici deux pics, l'un au sud, l'autre au nord. Hans va nous dire de quel nom les Islandais appellent celui qui nous porte en ce moment. » La demande formulée, le chasseur répondit « Scartaris ». Mon oncle me jeta un coup d'œil triomphant. « Au cratère !» dit-il. Le cratère du Sneffels représentait un cône renversé dont l'orifice pouvait avoir un demi-lieue de diamètre. Sa profondeur, je l'estimais à 2000 pieds environ, que l'on juge de l'état d'un pareil récipient lorsqu'il s'emplissait de tonnerre et de flammes. Le fond de l'entonnoir ne devait pas mesurer plus de 500 pieds de tour, de telle sorte que ses pentes assez douces permettaient d'arriver facilement à sa partie inférieure. Involontairement, je comparais ce cratère à un énorme tromblon évasé, et la comparaison m'épouvantait. Descendre dans un tromblon, pensai-je, quand il est peut-être chargé, et qu'il peut partir au moindre choc. C'est une œuvre de fou. Mais je n'avais pas à reculer. Hans, d'un air indifférent, reprit la tête de la troupe. Je le suivis sans mot dire. Afin de faciliter la descente, Hans décrivait à l'intérieur des cônes des ellipses très élongées. Il fallait marcher au milieu des roches éruptives, dont quelques-unes, ébranlées dans leurs alvéoles, se précipitaient en rebondissant jusqu'au fond de l'abîme. Leur chute déterminait des réverbérations d'écho d'une étrange sonorité. Certaines parties du cône formaient des glaciers intérieurs. Hans ne s'avançait alors qu'avec une extrême précaution, sondant le sol de son bâton ferré pour y découvrir des crevasses.
À des passages douteux, il devint nécessaire de nous lier par une longue corde, afin que celui auquel le pied viendrait à manquer inopinément se trouvât soutenu par ses compagnons. Cette solidarité était chose prudente, mais elle n'excluait pas tout danger. Cependant, et malgré les difficultés de la descente sur des pentes que le guide ne connaissait pas, la route se fit sans accident, sauf la chute d'un ballot de corde qui s'échappa des mains d'un Islandais et alla par le plus court jusqu'au fond de l'abîme. À midi, nous étions arrivés. Je relevai la tête et j'aperçus l'orifice supérieur du cône, dans lequel s'encadrait un morceau de ciel d'une circonférence singulièrement réduite, mais presque parfaite. Sur un point seulement se détachait le pic du Scartaris, qui s'enfonçait dans l'immensité. Au fond du cratère s'ouvraient 3 cheminées par lesquelles, au temps des éruptions du Sneffels, le foyer central chassait ses laves et ses vapeurs. Chacune de ces cheminées avait environ 100 pieds de diamètre. Elles étaient là, béantes sous nos pas. Je n'eus pas la force d'y plonger mes regards. Le professeur Lidenbrock, lui, avait fait un examen rapide de leur disposition. Il était haletant. Il courait de l'une à l'autre, gesticulant, lançant des paroles incompréhensibles. Hans et ses compagnons, assis sur des morceaux de lave, le regardaient faire. Ils le prenaient évidemment pour un fou. Tout à coup, mon oncle poussa un cri. Je crus qu'il venait de perdre pied et de tomber dans l'un des 3 gouffres. Mais non. Je l'aperçus, les bras étendus, les jambes écartées, debout devant un roc de granit posé au centre du cratère, comme un énorme piédestal fait pour la statue d'un Pluton. Il était dans la pose d'un homme stupéfait, mais dont la stupéfaction fit bientôt place à une joie insensée. « Axel! Axel! Viens! Viens! S'écria-t-il. J'accourus. Ni Hans ni les Islandais ne bougèrent. « Regarde !» me dit le professeur. Et partageant sa stupéfaction, sinon sa joie, je lus sur la face occidentale du bloc, en caractères runiques à demi rongés par le temps, ce nom 1000 fois maudit. « Arne Saknessem !» s'écria mon oncle. « Et douteras-tu encore maintenant ?» Je ne répondis pas, et je revins consterné à mon banc de lave. L'évidence m'écrasait. Combien de temps demeurai-je ainsi plongé dans mes réflexions ? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'en relevant la tête, je vis mon oncle et Hans, seuls au fond du cratère. Les Islandais avaient été congédiés, et maintenant ils redescendaient les pentes extérieures du Sneffels pour regagner ce tapis. Hans dormait tranquillement au pied d'un roc, dans une coulée de lave où il s'était fait un lit improvisé. Mon oncle tournait au fond du cratère, comme une bête sauvage dans la fosse d'un trappeur. Je n'eus ni l'envie, ni la force de me lever, et prenant exemple sur le guide, je me laissai aller à un douloureux assoupissement, croyant entendre des bruits ou sentir des frissonnements dans les flancs de la montagne. Ainsi se passa cette première nuit, au fond du cratère. Le lendemain, un ciel gris nuageux, lourd, s'abaissa sur le sommet du cône. Je ne m'en aperçus pas tant à l'obscurité du gouffre qu'à la colère dont mon oncle fut pris. J'en compris la raison et un reste d'espoir me revint au cœur. Voici pourquoi. Des 3 routes ouvertes sous nos pas, une seule avait été suivie par Saknussemm. Au dire d'un savant islandais, on devait la reconnaître à cette particularité signalée dans le cryptogramme que l'ombre du Scartaris venait en caresser les bords pendant les derniers jours du mois de juin. On pouvait en effet considérer ce pic aigu comme le style d'un immense cadran solaire, dont l'ombre, à un jour donné, marquait le chemin du centre du globe. Or, si le soleil venait à manquer, pas d'ombre. Conséquemment, pas d'indication. Nous étions au 25 juin, quand le ciel demeura couvert pendant 6 jours, et il faudrait remettre l'observation à une autre année. Je renonce à peindre l'impuissante colère du professeur Lidenbrock. La journée se passa et aucune ombre ne vint s'allonger sur le fond du cratère. Hans ne bougea pas de sa place. Il devrait pourtant se demander ce que nous attendions. Enfin, s'il se demandait quelque chose. Mon oncle ne m'adressa pas une seule fois la parole.
Ses regards, invariablement tournés vers le ciel, se perdaient dans sa teinte grise et brumeuse. Le 26, rien encore. Une pluie mêlée de neige tomba pendant toute la journée. Hans construisit une hutte avec des morceaux de lave. Je pris un certain plaisir à suivre de l'œil les milliers de cascades improvisées sur les flancs du cône et dont chaque pierre accroissait l'alourdissant murmure. Mon oncle ne se contenait plus. Il y avait de quoi irriter un homme plus patient, car c'était véritablement échoué au port. Mais aux grandes douleurs, le ciel mêle incessamment les grandes joies, et il réservait au professeur Lidenbrock une satisfaction égale à ses désespérants ennuis. Le lendemain, le ciel fut encore couvert, mais le dimanche, 28 juin, l'antépénultième jour du mois, avant le changement de lune, vint le changement de temps. Le ciel versa ses rayons à flots dans le cratère. Chaque monticule, chaque roc, chaque pierre, chaque aspérité eut part à sa bienfaisante effluve et projeta instantanément son ombre sur le sol. Entre toutes, celle du Scartaris se dessina comme une vive arête et se mit à tourner insensiblement vers l'astre radieux. Mon oncle se tournait avec elle. À midi, dans sa période la plus courte, elle vint lécher doucement le bord de la cheminée centrale. « C'est là !» s'écria le professeur. « C'est là, au centre du globe !» ajouta-t-il en danois. Je regardai Hans. « Forut !» dit tranquillement le guide. « En avant !» répondit mon oncle. Il était 1h13 du soir.